L'entreprise Gardner a entamé l'année avec un premier semestre particulièrement solide. En comparaison annuelle, les revenus ont progressé de 5% et les bénéfices de 6%, surpassant même le record établi en 2024. C'est pour ça que je parle de particulièrement solide, parce qu'en 2024, on a eu un record et on continue dans cette tendance-là, en tout cas pour le premier semestre de l'année. Donc, pourtant, la direction signale l'émergence de vents contraires pour la seconde moitié de l'année, une prudence qui a trouvé un écho spectaculaire sur les marchés. Et on va en parler, ne vous inquiétez pas. Cette situation présente une dichotomie intéressante entre une performance passée robuste et des appréciations futures bien identifiées. Alors, plusieurs facteurs expliquent ce changement de perspective. Selon les enquêtes menées par l'entreprise, la confiance des chefs d'entreprise a chuté à des niveaux que l'on observe généralement en période de récession. On parle de confiance. Donc, un chiffre est particulièrement parlant, celui de 78%. 78% d'entre eux mettent activement en place des mesures de réduction des coûts pour préserver leurs résultats. Or, les services de Gardner sont souvent considérés comme des dépenses discrétionnaires, à savoir donc parmi les premières à être examinées dans un tel climat. À cette tendance de fond s'ajoute un obstacle plus spécifique provenant du département of Government Efficiency, le fameux DOGE. Et je rappelle, tous ceux qui ont accès au Top Premium, vous avez déjà la note d'analyse sectorielle. J'en ai parlé sur la vidéo concernant Accenture qui vient juste après, avant celle-ci. Donc, vous allez directement dans votre Top Premium ici et vous aurez accès aux conseils et services informatiques. C'est une note d'analyse qui a été faite en se basant sur les différents éléments qu'on a retrouvés dans les rapports financiers des entreprises leaders dans ce segment-là. Je vous laisse aller voir les points positifs ainsi que les points négatifs. OK? Et qu'est-ce qu'on suggère dans cet état, en période actuelle pour ce type d'entreprise-là. Maintenant, enfin, j'ai également publié une liste ici d'autres entreprises, mais de façon d'autres secteurs, mais on va en parler. Okay? Aujourd'hui, on parle de Gardner. Je reviens donc sur notre note d'analyse. Alors, donc on parlait du DOGE, qui complexifie donc le fait que les obstacles liés au DOGE ici complexifient le processus d'achat ou de renouvellement des produits pour les clients. De plus, les politiques tarifaires actuelles génèrent des répercussions négatives en cascade, incitant de nombreuses entreprises, même celles qui ne sont pas directement touchées, à appliquer de sévères restrictions budgétaires. Sur le terrain, cela se traduit par un allongement des cycles de vente et une certaine réticence de la part de certaines organisations à s'engager avec des sociétés basées aux États-Unis. Face à ce contexte, la direction a ajusté ses prévisions pour l'année. Ils ont ajusté. Elle a légèrement abaissé ses objectifs de revenus par rapport à ses estimations de début mai, mais a, de manière contre-intuitive, revu à la hausse ses projections de bénéfices. La réaction des opérateurs de marché à la publication du deuxième trimestre a été cependant sans équivoque. Le titre chutant de 28% en une seule journée et accusant une baisse totale de plus de 43% depuis la mi-mai. Je vous mets ça ici à peu près en perspective. Ça ressemble à quoi? Donc, on prend ça, on met ça là. Voici à quoi ressemble Gardner. OK? On abaisse les revenus, mais on maintient les bénéfices. Ça veut dire quoi? En commentaire, laissez-moi savoir. Qu'est-ce que ça sous-entend? OK? Donc, je continue la note d'analyse ici. Parce qu'il faut également que vous fassiez un tout petit peu un travail d'analyse derrière, les amis, d'accord? Si vous voulez faire du stock picking de manière générale ici, alors il faut le faire sérieusement, un minimum d'effort de votre part et également recommandé après avoir écouté une note d'analyse, ok? Parce que ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me relève pleinement le droit de me tromper. Donc, cette correction sévère semble indiquer que les craintes du marché sont plus profondes que la vision modérément ajustée de la direction. Donc, la volatilité et l'incertitude ambiante tendent naturellement à freiner les dépenses non essentielles, catégorie dans laquelle les services de Gardner sont souvent classés. Alors, c'est ici que le paradoxe de la situation de Gardner prend forme sur le long terme. L'incertitude qui pèse sur les résultats à court terme pourrait bien devenir son principal atout. Les changements tarifaires, la perspective de tensions commerciales et d'autres initiatives de la nouvelle administration créent un environnement opérationnel complexe pour les entreprises. Cette complexité génère un besoin accru de conseils stratégiques pour optimiser les coûts. En effet, le nombre de clients manifestant un intérêt pour l'optimisation des dépenses a augmenté.
Gardner se trouve en position de les aider à reconfigurer leur chaîne d'approvisionnement pour s'adapter aux nouvelles barrières tarifaires et à d'autres facteurs changeants. J'ai fait exprès ici de ne pas vous parler de ce que Gardner fait. Si la note d'analyse vous intrigue, la première chose que vous allez regarder, c'est l'entreprise fait quoi précisément? OK? Voilà. Parce qu'on ne délègue pas la conviction. C'est important. Donc, ainsi, l'entreprise peut transformer la source d'incertitude en une source d'opportunité commerciale. En conclusion, la situation de Gardner illustre une dynamique à deux vitesses. D'un côté, une performance semestrielle remarquable et éclipsée par des pressions macroéconomiques et politiques qui freinent les décisions d'achat à court terme, provoquant une réaction très négative des marchés financiers. De l'autre côté, les mêmes forces qui créent de la volatilité et l'hésitation actuelle alimentent une demande structurelle pour des services de conseil capables d'aider les entreprises à naviguer dans un environnement devenu plus imprévisible. La trajectoire future dépendra de la capacité de l'entreprise à surmonter les frictions transactionnelles immédiates tout en capitalisant sur son rôle de guide stratégique dans un monde en pleine reconfiguration. Et je vous vois venir, tous ceux qui sont en train de dire oui, mais l'intelligence artificielle va tuer cette entreprise. Allez regarder ce qu'elle fait précisément et posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle pourrait rendre imprenable ici la forteresse qu'elle a bâtie. Tout a un lien ici avec la qualité de la recherche, de ses recherches, des services qu'elle fournit. Et en parlant d'IA générative, elle a déjà implémenté cela dans ses... Enfin, toutes les entreprises logicielles vont avoir tendance à le faire, les entreprises de conseil également. Et donc, on revient donc sur l'analyse quantitative. Gardner, on n'en a pas, non, juste pour vérifier ici, Gardner, est-ce que j'en ai déjà parlé? Gardner, non, pas encore. Et donc, c'est une bonne chose, vu que c'est la première vidéo, comme d'habitude, stabilité ou croissance des revenus. Croissance des revenus. La deuxième question, c'est de savoir d'où provient la croissance, acquisition ou organique. Et si on parle d'organique, est-ce que c'est augmentation des prix ou augmentation des volumes et du prix? Bref, il y a des questions à les poser au-delà de la croissance. Pas juste regarder la croissance et se dire « Ah non, on a une croissance des revenus ». Non, ça provient d'où? Est-ce que c'est durable ou temporaire? Ensuite, marge brute, stable ou croissante. Et comme on peut regarder ici, vous constatez quoi? Depuis 2005, les marges brutes augmentent. On était à 50%. En 2005, aujourd'hui, on a près de 67% avec un plus haut aux alentours de 69%. Ça présente quoi? Ça veut dire ici qu'on a un pricing power. Ensuite, les marges EBITDA. Et vous allez constater une chose. Les marges brutes augmentent. Les marges EBITDA restent plutôt stables, sauf sur les derniers mois. Ça veut dire ici que pendant les premières années, on a eu une pression au niveau des coûts de cette compagnie. Et quels sont... les coûts de cette compagnie sont représentés par quoi? Quel est le premier poste de dépense? C'est la question que vous devez vous poser. Ensuite, ce que moi je vois ici, ça ne me dérange pas du tout. Okay? C'est une entreprise qui a un pricing power. Parce qu'il y a trois activités ici. La première activité, c'est l'activité de recherche ici. C'est une activité qui a pignon sur rue de manière générale. Mais les services de Gardner ne sont pas donnés. Ensuite, net income, free cash flow. Est-ce qu'on parle le même langage? Est-ce qu'on va dans le même sens? Je les mets sur le même graphique. Vous constatez quoi? Les free cash flow sont généralement plus élevés. Et quand on va regarder ici, parce que il faut toujours aller vérifier les SBC, en termes de volume, on a à peu près 157 millions, qui représentent à peu près moins de 10% des free cash flow ambiants ici. Donc, je ne dirais pas que ce n'est pas grand-chose, mais voilà. Je dirais que c'est SBC, c'est pas... Voilà, c'est ridicule. Mais vous pouvez le prendre en considération également, c'est 2,5% du chiffre d'affaires. Moi, je ne vais pas le faire ici. OK, donc je serai un peu plus optimiste. Mais je vous encourage à être conservateur. OK. Ensuite, on regarde quoi? Dette nette sur EBITDA. Qu'est-ce qu'on a au niveau de dette nette ici, du point de vue EBITDA 0,5, du point de vue volume en termes de dette nette, ici, on a quelque chose qui se situe en dessous de 664 millions. Et vous remarquez qu'elle rembourse sa dette. Plus haut ici, c'était aux alentours de 2,8%. 2,8 milliards. Aujourd'hui, c'est 600 milliards. Ils l'ont fait en combien de temps? En moins de 3 ans. Avec quoi? Les free cash flow. Donc, ils ont utilisé les free cash flow pour rembourser la dette. En termes de buyback yield, c'est une entreprise qui rachète ses actions. Grosso modo, oui. Elle rachète ses actions et ça peut se voir ici. Et c'est une bonne chose. Ensuite, si on regarde ici le shareholder yield qui prend en considération versement de dividendes, buyback, ainsi que remboursement de la dette, qu'est-ce qu'on a généralement ici? Shareholder yield, vous voyez qu'il est encore, c'est un niveau un peu plus élevé. Donc, si une entreprise prend de la dette ici, si le chiffre, si le montant qu'elle lève en termes de dette
est plus élevé que la combinaison dividende plus rachat d'actions, vous aurez un chiffre négatif. Si c'est positif, disons qu'il y a de la dette, si on lève moins de dettes, mais qu'on a mais que la somme allouée pour le dividende et le rachat d'actions est plus élevé que la dette, ou bien si on a un remboursement de dette, ça a un effet positif. Et je vous encourage à aller voir c'est quoi le shareholder yield de manière générale. OK? Bref, ici, combien de fois les bénéfices le marché paye généralement pour ce genre d'entreprise? Je préfère prendre les Next 12 Months ici parce que ça prend en considération un certain ajustement. Et vous allez voir que pendant plusieurs années, monsieur le marché a payé 30 fois les bénéfices pour cette compagnie. 30 fois les bénéfices. Bon, sur les dernières, c'est très rare de voir cette compagnie se négocier en dessous de 20 fois les bénéfices. La dernière fois que c'est arrivé, c'était aux alentours de 2008-2009. Donc aujourd'hui, on peut avoir quelque chose d'intéressant, surtout si les bénéfices en question ont tendance à croître. Alors, si on les prend en termes de free cash, quand moi je parle de bénéfices, je parle de free cash. Vous voyez ici qu'on s'attend à un ralentissement de manière globale, ici. Et ça pourrait changer. Parce qu'avec l'avènement de Dodge, tout ce qui concerne ici l'intelligence artificielle, on a à peu près une dynamique de ralentissement en date d'aujourd'hui. Mais si vous posez la question de savoir qu'est-ce que cette compagnie fait, vous allez voir que les services qu'elle propose aujourd'hui, seront encore plus importants demain. OK? Et on a généralement ici une croissance par acquisition. Le tout ici, c'est d'acheter des entités qui nous permettent ici de monter en compétences de manière globale. Mais elle ne fait pas beaucoup d'acquisitions. La plus grosse date de 2017. Et comme vous pouvez le voir ici, après 2017, on a une accélération du chiffre d'affaires. Bref, combien de fois les bénéfices je paierai pour ce type d'entreprise? Au moins 20 fois les bénéfices. Je dis bien au moins 20 fois les bénéfices. Parce que je la considère comme étant, disons, c'est une entité plutôt mature. Donc, ça sera entre 20 et 25 fois les bénéfices. Donc, je prends au moins 20 fois les bénéfices. On va se calmer là. Et là, je viens ici, sur Fastgraph. On fait ça, Haïti. Je rappelle ici que pour ceux qui veulent aller plus loin, toutes les informations sont en description de la vidéo. Dans le club, nous avons notre live mensuel dans quelques jours. Le lien et la date sont uniquement disponibles. Vous avez uniquement ces informations-là dans le club. Ceux qui sont sérieux dans leur processus d'apprentissage en matière de stock picking, vous pouvez réserver un appel pour rejoindre l'accélérateur. Enfin, on verra si l'accélérateur pourrait vous convenir. OK? Et pour ceux qui sont intéressés par le top premium, rendez-vous au mois de novembre 2025. Donc, ici, qu'est-ce qu'on observe? On a ici, comment on appelle ça? C'est une entreprise qui, généralement, va s'échanger une vingtaine de fois les bénéfices. Si je renverse un tout petit peu l'équation, on me demande de payer en date d'aujourd'hui. Et là, je prends les free cash flow parce qu'ils sont plus élevés. Aux alentours de 17 $, j'arrondis, hein, la précision n'est pas très importante. Aux alentours de 17 $, ici, une entreprise qui pourrait on me demande de payer 239 $, une entreprise qui pourrait me rapporter 17 $ par action d'ici 2027. C'est 7% de rendement. Oui, vous savez que c'est à partir de ce niveau-ci que ça commence à nous intéresser. Parce que cette compagnie au prix actuel, à 239 $, c'est négocié, voilà, 239, 2, 3, 9, c'est négocié à peu près à 14 fois les bénéfices de 2027. Ça, c'est le genre de valorisation pour une entreprise qui va bientôt mourir. Est-ce que vous pensez que ce secteur d'activité va disparaître? Point d'interrogation. En tout cas, si vous êtes malin, vous allez comprendre, enfin, si vous êtes observateur, vous allez vous rendre compte que toute l'industrie est en difficulté. Et quand une industrie est en difficulté, c'est généralement le meilleur moyen de commencer à s'y intéresser, le meilleur moment de commencer à s'y intéresser. Bref, en termes d'évaluation, ici, on va faire simple. Je mettrai 332 $ à l'action, moins la dette nette. Donc 332 $ moins une dette nette de combien en date d'aujourd'hui? 332, 1 et 2. Combien? 332 moins 9 $ de dette nette. Donc 332 moins 9. On a un target price aux alentours de 323 $. Donc si on atteint ce target-là d'ici 3 ans, on a un rendement ici potentiel aux alentours de 10%. Et ça, c'est si on attend vraiment 3 ans, ça pourrait arriver plus tôt que ça. Ça pourrait être un multiple de valorisation plus élevé. L'entreprise pourrait racheter ses actions, etc. Ce qui m'intéresse, c'est le rendement sur cours aujourd'hui qui est de 17%. Maintenant, c'est par rapport aux activités actuelles. On ira voir si l'IA va nous déclasser demain. Ce que je ne pense pas à l'heure actuelle. Et je me réserve le droit de me tromper. C'est pour ça que je vous demande de passer plus de temps à comprendre ce que l'entreprise fait.
plutôt que de vous fier au pessimisme ambiant, parce que j'ai lu un article selon lequel les logiciels vont être supplantés ici par l'IA, parce que l'IA, avec l'IA, tu peux faire tes propres logiciels, etc. Tous les logiciels ne sont pas logés à la même enseigne. Et les entreprises ici de conseil ne vont pas avoir tendance à disparaître. Au contraire, ils seront même encore plus importants demain. Et ça, ce n'est que mon avis. Bref, je vous encourage à aller lire la note d'analyse sectorielle pour ceux qui ont accès aux notes d'analyse sectorielle. Ceux qui n'ont pas accès, on se donnera rendez-vous soit dans l'accélérateur, soit dans le top premium, ok, quand il sera ouvert pour le top premium. Et je vous encourage à rejoindre massivement également le club. Donc, je mettrai ici comme target price $323 l'action. Donc, je viens là, on vérifie. Gardner, on est déjà dans la watchlist, $323 l'action. Gardner, c'est ticker symbol, c'est IT. Donc, je mettrai ici, pour ceux qui ont accès à la watchlist, je mettrai à jour ici la note sur Gardner avec la date d'aujourd'hui. Par exemple, si on avait Gardner sous les yeux, j'aurais mis ici le target price, la date d'aujourd'hui, et vous aurez pu remarquer ici que l'entreprise est peut-être sous-évaluée au prix actuel. Ce qui vous permet ici d'aller regarder un tout petit peu en profondeur quand vous recherchez des opportunités d'investissement. Et comme je dis ici en date d'aujourd'hui, tout ce que je viens de raconter là ça n'engage que moi. Ok? N'investissez pas en vous basant sur les convictions de quelqu'un d'autre. OK? Donc, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Un like, un abonnement, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, concentrez-vous un tout petit peu sur ce secteur d'activité. OK? Merci. Au revoir.